Bonjour à tous. Bonjour à tous. Celui-là, il marche. Comment vous allez? J'ai dit comment vous allez? Allez, ça fait 2 ans qu'on n'est pas monté sur le stage, là, on a un peu besoin d'encouragement, s'il vous plaît. Donc on applaudit. Allez! Merci. Ah, c'est bien d'avoir un public chaud. On est vraiment content d'être là. Comme l'a dit Florian, ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu, qu'on n'est pas monté sur scène. Ça nous avait manqué. On est très très content de vous retrouver. J'ai une petite question. Qui c'est qui était là en 2019 et qui avait suivi notre conférence sur la pêche? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui était là, pas mal de ça monde. fait pas tant que ça. Hein. Ouais, si, ça Ah, fait y a quand même des pas mal de nouvelles monde têtes, quand même. finalement. Il y a 2 ans, on avait parlé de la pêche. On vous avait expliqué en fait comment réussir à générer des prospects, à mettre en place un système pour générer des prospects constamment. Vous voyez ce petit bonhomme sur le bateau, son objectif, il était simple. C'était d'apprendre à pêcher, d'améliorer sa technique de pêche, pêcher beaucoup de poissons, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de place sur le bateau, il faut prendre un plus gros bateau. Et du coup, il pêche encore plus de poissons, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à avoir un grand navire. Jusqu'à être au top, comme, je ne sais pas si vous voyez cette scène dans Titanic, quand Leonardo DiCaprio, il est en haut. Attendez, je vais vous remettre dans le contexte. I'm the king of the world! Vous voyez ce moment-là? Là, il est au top, là. Il est sur son gros paquebot, il a les cheveux dans le vent, il est en train de kiffer, c'est génial. Sauf que le problème, c'est qu'on sait tous ce qui s'est passé juste après. En 2019, c'est pas un iceberg qu'on s'est tous pris dans la face, c'est le Covid. On a tous vécu professionnellement ou personnellement une tempête d'une ampleur inégalée. Une tempête qui nous a tous touchés, qui a chamboulé notre quotidien, qui a chamboulé le monde entier. Dans cette nouvelle conférence IMO 2, on voulait partager avec vous, d'entrepreneur à entrepreneur, des conseils, des leçons, des apprentissages qu'on a eus pendant cette tempête. Dans un premier temps, on va voir comment réagir quand on est pris dans une tempête. On va notamment voir comment prendre une vague déferlante géante pour savoir comment on l'aborde, cette vague. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez vous préparer justement à cette tempête. Comment vous pouvez préparer votre bateau, comment vous pouvez préparer votre équipage. Et enfin, dans une dernière partie, on vous parlera un peu de l'après-tempête, parce qu'après la tempête, il est temps de prendre des apprentissages, d'en tirer des leçons et de voir les opportunités possibles. Bref, pendant les 45 prochaines minutes, on va vous embarquer sur le bateau amiral IMO 2. Ça va bouger, il va y avoir de la grosse tempête, mais n'oubliez pas une chose, profitez du voyage. Parce que on va passer sur première partie pendant la tempête et comment on réagit face à une tempête. Parce qu'une fois qu'on est dans la tempête, on ne peut plus reculer. Ouais. On ne peut plus faire machine arrière. Maintenant, il faut affronter la tempête. La question que je te pose, Florian, comment on réagit face à une tempête? C'est toute la question. Personnellement, en commençant la rédaction de cette conférence, j'ai fait comme... quand je vais apprendre un nouveau truc, la première chose que je fais comme vous tous, c'est que je vais sur Google me renseigner. Et j'ai tapé « Comment prendre une vague pendant la tempête en bateau ». Et je vais vous lire mot pour mot le premier résultat qui était affiché par Google. En mer, et face à une vague se dirigeant vers votre bateau, il faut se dire que l'on a 2 choix. Battre en arrière le plus vite possible ou affronter la vague toujours de face. Et un peu plus bas, voici les 5 conseils qui étaient donnés. Alors, je vais te laisser, Vincent, commenter ces conseils. Toi qui as le permis bateau, qui est un grand marin. Le capitaine, quoi. Capitaine, tu vas nous donner un peu ton avis là-dessus. Ces conseils, ils sont surprenants. Faites le plus possible face à la déferlante. Ça n'aurait pas été mon premier réflexe. Moi, quand je vois une équipe de rugby qui me fonce dessus, mon premier réflexe, c'est de courir dans l'autre sens. En réalité, je cours pas mal vite, j'ai peut-être plus de chance avec ça. Gardez votre sang-froid, ça paraît évident. Maintenant, c'est pas facile à faire.
Se cramponner au volant, ouais, c'est un réflexe que j'ai eu tout de suite. J'ai pas lâché le volant. Ouais, Je sais pas si je l'ai tourné, mais en tout cas, je l'ai pas lâché. Mais c'est les conseils d'après qui sont les plus surprenants. Demander à tous les membres de l'équipage d'aller devant le bateau. Moi, je leur aurais dit de sauver leurs fesses et d'aller dans la cale. Et surtout, réduire l'allure. Moi, on me demande de foncer face à la vague. J'entends foncer, donc ouais, ça me paraît surprenant en l'état ces conseils. Tu as plus tendance à vouloir accélérer, effectivement. Si on y réfléchit bien, tous ces conseils, ils sont vraiment contre-intuitifs parce qu'en tant qu'être humain, on est tous programmés face à l'adversité, face au danger, à deux choses. Soit fuir, soit se battre. Concrètement, comment ça se passe au niveau du corps? On a une accélération du rythme cardiaque pour envoyer un maximum de sang dans les muscles. On a les glandes surrénales qui vont sécréter de l'adrénaline pour dire à tout le corps qu'il est temps, qu'il y a un danger, qu'il est temps de se mettre en œuvre. On a aussi notre vision et nos pensées qui vont s'affûter pour aller droit vers l'objectif et être focalisés sur le danger. Et ensuite, si on ne fait rien, si on reste immobile, on va avoir des vertiges et des étourdissements. Bref, je ne sais pas pour vous, mais moi, ces symptômes, personnellement, ça me rappelle pas mal ce qui s'est passé le 17 mars 2020 quand on a annoncé un confinement total et la fermeture des agences immobilières. Concrètement, une fois qu'on est pris dans la tempête, il n'y a plus de marche arrière possible. Et en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir vous mobiliser toutes vos ressources pour aller de l'avant et prendre la déferlante de face. Et en parlant justement de ressources, en tant que capitaine, la première ressource que vous allez devoir évaluer, c'est vos réserves. La première chose à faire, quand on voit au loin les signes annonciateurs de la tempête, quand on voit au loin les nuages qui se lèvent, le vent qui commence à souffler, il faut se dire que la tempête arrive et donc là, il faut réagir. Il faut savoir si vous avez assez de ressources pour pouvoir affronter cette tempête. Il faut aussi savoir si vous avez assez de ressources pour, en cas de naufrage, survivre un certain temps sur une île déserte avec vos réserves. Personnellement, avec Vincent, c'est la première chose qu'on a faite à l'annonce du confinement. On a évalué la trésorerie disponible, on a calculé le temps qu'on avait, on a vu les coupes qui étaient possibles et on a dressé des scénarios. Vous devez maîtriser ces informations, cette data. On vous parle souvent de data, mais en temps de tempête, la data sur la trésorerie est clé parce que vous allez devoir prendre des décisions rapidement. Parce que justement, on va en parler, le processus de décision de votre entreprise est modifié en pleine tempête. La première décision que vous allez devoir prendre, c'est de redéfinir le cap. Parce que la réalité, c'est que quand un capitaine est dans une tempête, il y a des vagues de 12 mètres de haut devant lui, on ne voit plus l'horizon. C'est impossible de savoir où on est et où est-ce qu'on peut aller. Donc il faut redéfinir le cap, c'est le premier réflexe. Le premier réflexe du capitaine, c'est de se dire il faut que je sauve mon équipage et si je peux mon bateau et donc moi avec. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Ça veut dire que le chef d'entreprise, il doit faire face à un environnement qui est incertain et complexe. Donc il doit changer ce qui est son quotidien, c'est-à-dire la capacité d'adaptation, par de la capacité à réagir à des signaux qui sont constamment changeants. Donc on passe d'un pilotage où on anticipe le futur à un pilotage à la semaine. Le chef d'entreprise, il doit apprendre tout ça pour rassurer son équipe. C'est lui qui vit l'environnement complexe. Le capitaine, il va regarder où est-ce qu'il y a une terre pour sauver son équipe. En gros, l'idée, c'est d'engager son équipe grâce à ça. La difficulté dans cette prise de décision, c'est qu'on a tous des projets sur le long terme. On a tous des projets qui sont en cours à ce moment-là et on a envie de les garder. C'est hyper difficile de dire non. Je vous donne un exemple chez Imo2. Nous, au moment où on a appris la tempête, ça faisait 6 mois qu'on bossait sur la refonte du site Imo2, le site sur lequel vous allez lire les articles. Ça faisait 6 mois qu'on était dans des discussions hyper intéressantes sur quelle doit être la couleur du bouton, quel doit être le wording à cet endroit-là. Bref, c'était passionnant. On est arrivé au bout de ce moment-là et on allait enfin sortir quelque chose. Sauf qu'on nous annonce que ça va être fermé. Et on se rend très vite compte que rendre notre site plus beau, c'est pas ça qui va sauver la boîte à ce moment-là. Donc ça passe en priorité basse. Priorité, on ne fait plus rien du tout là-dessus. Et au final, il s'est passé des choses pendant la tempête qui ont fait qu'on ne peut toujours pas mener ce projet à bout. On va vous faire un très beau site un jour, mais pour l'instant, on ne peut toujours pas le mener à bout. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'à ce moment-là, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il fallait sortir la boîte de cette tempête, qu'il fallait avancer et qu'il fallait passer presque en mode pirate pour pouvoir voir ce qui se passe sur le bateau et pour pouvoir être agile. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe sur le bateau, eh ben, on se rend vite compte qu'il y a des choses qu'il faut traiter tout de suite et maintenant.
Typiquement, moi, j'avais beaucoup d'agents immobiliers au téléphone pendant cette tempête, pendant la crise du coronavirus, et ils me disaient tous la même chose. Franchement, Vincent, c'est très intéressant ce que tu es en train de me raconter, mais moi, j'ai des gens qui ont des vrais problèmes. J'ai des familles qui n'ont pas de logement pour l'instant. J'ai des gens qui devaient emménager dans des locations, mais les locataires, ils ont décidé de rester confinés dans cette même location. Et pareil en transaction. J'ai beaucoup d'agents immobiliers qui m'ont dit ça au téléphone. Et c'est intéressant quand ils réfléchissent. Je me suis posé la question, tous ces gens, il y en a certainement qui sont passés en particulier à particulier et qui se retrouvent dans les mêmes situations. Est-ce qu'à ce moment-là, leur rêve, c'était pas d'avoir un agent immobilier avec eux? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La seconde question, c'est que, au même moment, le gouvernement, il était en train de classer activité essentielle, activité non essentielle, activité essentielle, activité non essentielle, agence immobilière non essentielle, on ferme les agences. Et moi, pendant une semaine, j'avais des agents immobiliers qui avaient l'air de faire des choses qui étaient très, très essentielles. Trouver un toit à des gens. Et tous ceux qui se sont battus dans la salle pour trouver un toit à des gens à ce moment-là, les gens, les familles qui ont été logées et qui ont trouvé une solution, c'est vos clients à vie, c'est vos meilleurs ambassadeurs, et surtout, la manière dont vous avez traité l'urgent et l'important à ce moment-là, ça va marquer vos équipes à vie, l'ADN de votre entreprise. Donc c'est vraiment très très important de traiter ce sujet-là pour, au final, c'est le début de pourquoi vous faites ça tous les jours. Quand vous êtes face à une situation comme ça, vous savez pourquoi vous faites ça tous les jours. Ouais, effectivement, c'est un peu le Big Why de Simon Sinek. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais c'est vraiment un classique à avoir dans la bibliothèque de tout entrepreneur. Et en parlant de classique, moi je reste persuadé que pendant la tempête, il faut revenir au basique. Ce n'est pas votre GPS ou votre sonar qui va vous sauver pendant la tempête. Concrètement, quelle que soit la tempête, vous devez trouver des opportunités de vendre. Des opportunités de vendre maintenant ou des opportunités de vendre à la première accalmie. Et ça passe par une chose simple. C'est prendre votre téléphone et parler à un maximum de personnes. Pas sur Facebook, pas sur Instagram, pas par email. Non, au téléphone. On prend son téléphone et on appelle un maximum de personnes de sa base de données. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre de garder le contact justement et consolider vos relations avec vos clients pendant cette tempête qui, eux, se retrouvent seuls et ils ont des problématiques. Ça va vous permettre de prendre le pouls aussi du marché, comprendre les enjeux, comprendre de ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions parce qu'en tant que capitaine, en tant que chef d'entreprise, on l'a dit, vous devez prendre des décisions rapidement et c'est le marché qui va vous donner des réponses. Ça va vous permettre aussi de parler à tous ces clients de votre base de données, d'identifier des opportunités présentes ou futures pour après la tempête. Et ça va aussi vous permettre de consolider des relations et de permettre aux gens un peu de sortir de leur isolement qui était une grosse problématique pendant le confinement. Certains d'entre vous pourraient se dire « mais c'est opportuniste d'appeler les clients en pleine tempête, en plein confinement, etc. » Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est une façon aussi de montrer à ses clients qu'on est là en tout temps. Pas seulement quand ils peuvent signer le mandat exclusif ou quand on peut faire la vente, mais qu'on les accompagne dans les moments difficiles de la vie. Et c'était un moment difficile de la vie. Donc soyez proches de vos clients, mais pas que des clients, il va aussi falloir prendre soin de ses équipes. Aussi des équipes, parce qu'au final, quand on prend la déferlante, forcément, on veut sauver sa peau. Flo vous a expliqué un peu les mécanismes qui se passent dans le corps. Et en fait, on se prend la tempête de face et on veut sauver ses fesses, c'est normal. Mais une fois qu'on a fait ces 5 premiers conseils, entre guillemets, qu'on commence à y voir un petit peu plus clair, on a le temps de tourner la tête à gauche et de tourner la tête à droite. Et on voit que toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans le bateau, ils vivent exactement la même tempête que nous. Ils ont les mêmes problématiques. Et on ne réagit pas tous pareil face à la tempête. Il y en a qui vont avoir le mal de mer, il y en a qui vont avoir peur et qui vont rien pouvoir faire. Il y en a qui vont se prendre pour des héros et faire n'importe quoi. La réalité, c'est qu'on le vit tous hyper différemment. Moi, typiquement, pendant le confinement, je suis passé pas très loin d'une phase de dépression. J'avais de la fatigue intense. J'étais enfermé chez moi, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Moi, j'ai un enfant. À cette époque-là, il avait 1 an. Donc, c'est le moment où l'enfant il fait ses premiers pas. Il y a beaucoup de parents qui disent j'ai loupé les premiers pas de mon enfant, c'est un regret. Moi, ça va, je ne les ai pas loupés. J'ai vu que ça. J'ai vu que ça pendant 1 mois, 2 mois. Et il avait besoin d'énormément d'attention. Pendant ce temps-là, j'avais une boîte à gérer. Et pendant ce temps-là, ma chérie était dans la communication pour une association qui avait énormément besoin de communiquer. On se faisait des 6h, 23h tous les jours. On bossait le week-end. C'était hyper compliqué. On avait vraiment du mal à tenir le rythme. Mais là, je vous raconte mon histoire.
Mais en vrai, on a tous une histoire à raconter. On est tous passés par quelque chose pendant ce moment-là. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens dont les proches n'étaient pas assez proches. Il y a des gens dont les proches étaient trop proches. Il y a des gens qui avaient trop de boulot. Il y a des gens qui n'avaient pas assez de boulot. Bref, c'était compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention à ces gens-là. Nous, en interne, chez Imode, on a vu au bout d'un mois qu'il y avait besoin de faire quelque chose pour raffermir les liens. Et ça faisait quelques semaines qu'on me chuchotait un événement, une idée d'événement à l'oreille. Et en fait, j'en ai parlé en interne. Et très, très vite, j'ai vu que ça avait créé un élan d'espoir au sein de l'entreprise, l'envie de faire quelque chose tous ensemble, de se rendre utile, de faire quelque chose et de raffermir les liens. Et on l'a fait. Cet événement, pour ceux qui l'ont suivi, c'est le live Facebook qu'on a fait le 7 mai sur le mindset des sportifs de haut niveau et des pros de l'immobilier qui surperforment. Et en fait, cet événement, on l'a fait que pour raffermir les liens de l'équipe. C'était vraiment ça l'objectif. Derrière, ça a été un carton. On a fait top 1 Facebook le matin, je crois, en live, et top 2 derrière, mais il y avait le Premier ministre qui faisait son allocution, donc il a une plus grande communauté que nous. Mais la réalité, c'est que c'est juste pour raffermir les liens qu'on a fait ça. Et en fait, là, je vous parle de mon équipe parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais faire attention aux troupes, c'est tout votre environnement. C'est vos amis, votre famille, vos partenaires, les gens avec qui vous avez l'habitude de bosser. C'est tous ces gens-là à qui il faut faire attention parce qu'en faisant attention à eux, vous faites attention à vous. C'est ça la réalité. Et du coup, faire attention aux autres, ça veut aussi dire écouter ce que disent les clients. Comme disait Florian tout à l'heure, il faut les avoir au téléphone. Et en fait, quand nous, on a eu nos clients au téléphone, on s'est rendu compte que le projet n'était plus du tout le même pour eux, que les besoins n'étaient plus du tout les mêmes. Donc, en l'espace de 3 jours, on a changé notre fusil d'épaule. On s'est dit, OK, il faut qu'on fasse un maximum de trucs gratuits, des formations, des kits de communication, toutes ces choses-là pour les pros de l'IMO. Mais du côté de vos clients aussi, il s'est passé énormément de choses. La première chose, c'est qu'ils étaient confinés, ils étaient enfermés chez eux. Ils ont redécouvert leur logement. Ils ont redécouvert le bricolage, ils ont redécouvert la décoration, ils ont redécouvert le jardinage. Je ne compte pas le nombre de personnes qui ont redécouvert la cuisine. Il y avait des choses à faire. Il y avait des lives à faire pour les accompagner, par exemple avec un restaurateur du coin qui lui aussi était en galère pour montrer des cours de cuisine à domicile, ce genre de choses. De la même manière, au bout d'un mois, on a vu que les besoins en immobilier ont changé. On a commencé à beaucoup plus entendre parler de « je veux un balcon, je veux un jardin ». Il y a des maisons, ça faisait 3 ans qu'elles ne se vendaient pas sur certains secteurs. Elles sont parties à 3 ou 4 fois le prix. Les premiers qui ont compris que c'était ça la tendance, c'est ceux qui sont le mieux adaptés à ce moment-là. L'objectif, c'est d'écouter au maximum vos clients pour savoir ce dont ils ont besoin. Et à ce moment-là, il y avait un vrai besoin d'entraide. Moi, j'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu des agents immobiliers qui ont créé des groupes d'entraide sur Facebook pour leur zone de chalandise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on lui fasse des courses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, qui se sent isolé, qui a besoin qu'on l'appelle de temps en temps? Juste ça. Et c'est des agents immobiliers qui ont fait ça. En réalité, il y avait un vrai besoin d'humanité à ce moment-là. Et cet élan d'humanité, ça a été un excellent axe de communication pour tous ceux qui ont fait des choses, et bravo à tous ceux qui ont fait des choses. C'est bien que tu parles d'entraide parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important à retenir quand on est pris dans la tempête. Car pendant la tempête, on va avoir des choix difficiles à faire. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à bord d'un bateau, le capitaine, c'est le dernier à quitter le navire. Au début du Covid, personnellement, j'ai pas mal été déçu par un entrepreneur à succès qui a fait toute une série de vidéos sur comment affronter la crise du Covid en tant qu'entrepreneur. Et si je caricature un peu ce qu'il disait, en gros, il disait « ça va être long, ça va être dur, coupez un maximum vos charges, virez vos équipes les moins essentielles, supprimez vos charges et en gros, serrez les fesses, attendez que ça passe pour aller de l'avant. » Personnellement, pour moi, ce n'est pas ça être entrepreneur. Entrepreneur, justement, c'est être courageux. C'est justement savoir tirer son épingle du jeu quand tous les autres navires rentrent au port. Après avoir vu ces vidéos, avec Vincent, on en a discuté, parce qu'à un moment, il fallait aussi faire des choix, et donc on a pris l'information là où elle était disponible. On a décidé de faire l'inverse. On a lancé des projets 10 fois plus ambitieux, on a recruté 2 fois plus, quitte à faire augmenter les charges fixes et variables. Mais le pari, c'était la chose suivante, c'est qu'à un moment, on avait une brèche, une opportunité potentielle pour prendre de l'avance, pour aller de l'avant sur des projets, pour mobiliser nos équipes. Et une fois que la tempête serait finie, avoir pris un pas d'avance sur tous les autres bateaux qui étaient rentrés au port tranquillement et qui avaient fait d'autres choix que nous. Après, il ne faut pas non plus être maso, il ne faut pas attendre la tempête pour lancer des projets ambitieux. Il ne faut pas attendre la tempête pour
pour mobiliser ses équipes, pour faire tout ça. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas en pleine tempête qu'on le fait, c'est avant la tempête. Et on va parler avec Vincent un petit peu de ça maintenant, parce que qu'on soit marin, qu'on soit sportif de haut niveau, qu'on soit capitaine, chef d'entreprise, on le sait tous, ce n'est pas le jour J que tout se joue, c'est en amont, lors de la préparation. Effectivement, il y a un moment, c'est quand la mer est calme qu'on apprend à naviguer. En fait, c'est ça le vrai sujet, c'est que si tu veux savoir comment piloter un bateau et être bon le jour où il y a une tempête, il faut que tu aies appris à naviguer avant. Et n'importe quel bon marin, d'ailleurs, prépare son bateau à l'éventualité d'une tempête, à l'éventualité d'un intempérie. Et la première chose à faire, à mes yeux, c'est quand tu pilotes au jour le jour, il faut savoir où tu vas. Quand tu sors en bateau, il faut connaître ton cap. Je parlais tout à l'heure d'un des premiers réflexes à avoir, c'est de redéfinir son cap quand il y a la tempête. Le problème, c'est que pour redéfinir son cap, il faut avoir un cap, déjà. Sinon, tu ne peux pas le redéfinir. Je vais vous raconter une histoire de pirates. Il y en a certains qui savaient que j'allais parler de pirates, je vais vous parler de pirates. Il faut savoir que les pirates, c'est pas les grands pirates, c'est pas Astérix et Obélix. C'est pas un pirate sur un bateau qui de temps en temps attaque un Égyptien, de temps en temps attaque un Phénicien. Les grands pirates, ils avaient 500 hommes, 1000 hommes. Même plus que ça. Le capitaine Lion Rose, c'est 1500 hommes. Le capitaine Henry Morgan, c'est 2500 hommes. Alors, il a eu un rhum, du coup, à son nom. Il a un rhum à son nom. C'est 2500 hommes. C'est des vraies armées. C'est 30 bateaux. C'est 30 bateaux qui vont attaquer ces villes-là. Sauf que la réalité sur les bateaux pirates, c'est que les mecs dormaient sur des couvertures mouillées. Il y avait la maladie partout. Comme ils devaient être beaucoup sur les bateaux, il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Donc c'était la famine pendant tout le voyage. Vous croyez vraiment que 2500 hommes, qui plus est des pirates, ils allaient affronter tout ça si derrière il n'y avait pas un trésor qui les faisait rêver? En fait, c'est ça que vous devez trouver, c'est votre trésor. C'est qu'est-ce qui fait que vous vous levez matin. On parlait du Big Why de Simon Sinek. Ouais. En japonais, ça s'appelle l'ikigai. C'est le lien entre ce pourquoi tu es doué et ce dont le monde a besoin. Il y a d'autres choses, mais c'est plus ou moins ça la réalité. Pour une entreprise, ça s'appelle le mission statement. Le mission statement d'IKEA, c'est d'améliorer le confort du plus grand nombre. C'est tout. Le mission statement de Tesla, c'est d'accélérer la transition énergétique et donc le trajet vers l'énergie durable. Le mission statement de TED, vous savez, les vidéos sur Internet, c'est juste de diffuser des idées. Ça peut être aussi simple que ça, un mission statement. L'objectif, c'est juste que ça vous motive. Nous, chez Imo2, notre mission statement, c'est d'améliorer l'expérience immobilière. Et on sait que ça passe par l'accompagnement des professionnels de l'immobilier. Parce que c'est les professionnels de l'immobilier qui sont au centre de l'expérience immobilière. Et ça, c'est ce qui fait que nos équipes se lèvent le matin et c'est ça qui nous motive. Le sujet, c'est et vous, c'est quoi? C'est quoi votre combat qui est plus grand? C'est quoi le combat qui vous dépasse et qui fait que vous vous levez le matin et qui fait que vos équipes se lèvent le matin? C'est quoi le trésor que vous avez à aller chercher qui fait qu'il y a peut-être 2500 hommes un jour qui vont vous suivre dans un bateau où il y a une tempête? C'est la vraie question à laquelle vous devez répondre. Effectivement, connaître son cap, comme le disait Vincent, c'est toujours plus motivant. Et je pense que ça va aussi vous permettre de mieux vivre le concept des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept à main levée? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Pas beaucoup, alors je suis assez content. Comme ça, je vais vous le présenter tout de suite. Personnellement, avec Vincent, c'est l'un des premiers trucs qu'on nous a appris quand on a lancé la boîte il y a plus de 10 ans. On avait eu la chance d'être coaché dans un incubateur d'entreprise. Et notre coach, au lieu de nous parler de produits, de finances, de comptabilité, il a beaucoup appuyé sur le côté mindset. Et notamment, il nous a parlé de ce concept des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est l'un des apprentissages les plus importants que j'ai eus. La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Concrètement, on appelle ça les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Vous avez le schéma jusqu'ici. La vie d'un entrepreneur, c'est de passer d'un mois où on a peur de planter la boîte parce qu'on manque de trésor à l'euphorie d'une fin de mois où on a fait un record de vente. Vous le savez tous, on passe tous par là, on passe tous par toutes ces tempêtes. Ce qui est important, c'est de le connaître, ce concept. Car je pense que pour survivre à cette réalité, il y a deux choses importantes. C'est connaître ce schéma, d'accord, pour ne pas être surpris, pour apprendre à gérer les hauts et les bas. Ça, c'est vraiment important.
il faut être prêt à l'accepter, ce schéma. Il faut être prêt à l'accepter de cette réalité. Si vous n'êtes pas prêt à vivre dans l'incertitude, si vous n'êtes pas prêt à vivre avec les mini-tempêtes, avec les phases d'euphorie, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur, donc vous devez connaître ça. La réalité d'un entrepreneur, c'est qu'il y a toujours des mini-tempêtes, qu'il y a toujours des galères. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, on a tendance à voir que le côté bling-bling, que le côté successful de l'entrepreneuriat. On a l'impression que tout est facile, que les gens partent de rien et réussissent, font des valorisations hallucinantes, revendent leur boîte, tout ça en l'espace de 3 ans. Malheureusement, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Avec Vincent, ça fait 10 ans qu'on est dans l'industrie, 10 ans qu'on est dans le monde des startups. Derrière toute boîte qui fonctionne, il y a une constante, c'est qu'il y a des galères, mais des grosses galères. On n'a jamais rencontré un entrepreneur qui a eu la vie facile, et je suis sûr que dans cette salle, je vois plein de têtes de gens que je connais, qui ont des superbes entreprises, et je sais qu'ils l'ont pas eu facile et qu'ils ont galéré et qu'ils sont toujours là présents. Et en général, les entrepreneurs où tout est simple, où vous avez l'impression qu'ils sont d'un coup apparus, qu'il y a eu un gros succès, vous devez vous méfier. Moi, ça doit allumer ce que j'appelle mon radar à bullshit. Soyez sûr que ce type d'entrepreneurs-là, ils ont quelque chose à vous vendre. C'est la recette magique pour être entrepreneur à succès en travaillant 4 heures par semaine, sans prospecter, sans parler aux clients, sans faire de pige, sans rien faire. Donc faites attention à ça. Vous devez connaître le schéma de l'entrepreneuriat, cette montagne russe, et vous devez l'accepter, de la vivre avec. Mais c'est un beau parcours. C'est intéressant, c'est un beau parcours. ce schéma-là. Moi, j'ai une petite anecdote. Un jour, je suis au parc Astérix avec des potes et on va faire un roller coaster comme ça, là, un grand 8. Et ils arrêtent le manège et il y a un gars, il monte avec une clé anglaise et il resserre un boulon. Je vous le dis tout de suite, à ce moment-là, il n'y a personne qui est serein dans la queue. Personne. En réalité, quand tu vas faire du manège comme ça, tu as besoin d'être rassuré. Et le meilleur moyen d'être rassuré dans l'entrepreneuriat, on va vous reparler de trésorerie. Mais c'est toujours plus simple de prendre des grandes vagues quand tu as un filet de sécurité et tu sais que tu vas t'en sortir. Je vous dis ça parce que c'est une réalité. Nous, aujourd'hui, chez Imo2, Flo l'a expliqué, on est passé par des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on a un objectif qui est clair, c'est d'avoir toujours 6 mois de trésorerie d'avance. Ça veut dire que si jamais demain, il n'y a plus d'argent qui rentre dans la boîte, il faut que pendant 6 mois, on puisse payer tout le monde. Parce que le jour où le marché il est à l'arrêt, en 6 mois, tu as le temps d'orienter ton bateau, tu as le temps de prendre des vraies décisions. Je parle pour ceux qui ont une entreprise, mais il y a des gens qui sont tout seuls aussi. Et puis, on est des êtres humains. Donc, même le chef d'entreprise, il faut qu'à titre personnel, il ait de la trésorerie de côté. Parce que c'est bien beau de dire que je peux faire vivre ma boîte pendant 6 mois, mais si toi, tu es endetté à titre personnel, tu vas commencer à rentrer dans un état de stress qui va te faire prendre de mauvaises décisions. Je le sais parce que moi, je suis passé par là. Il y a un moment où chez Imo2, il s'est passé certaines choses qui ont fait que j'ai dû m'endetter. J'ai dû m'endetter beaucoup à titre personnel. Et en réalité, heureusement, j'ai été aidé et tout ça, tout s'est bien passé. Mais en réalité, je sais que ça n'arrivera plus parce que je ne veux plus redemander d'aide à ces gens qui m'ont aidé. Et je sais que je prévois maintenant 1 an de trésorerie pour pouvoir faire vivre ma famille. En 1 an, j'ai le temps de me retourner. J'ai 2-3 capacités, je devrais m'en sortir. Mais la réalité, c'est que vous devez faire pareil. Je vous conseille d'avoir de la trésorerie personnelle et de la trésorerie pro pour être sûr que tout se passe bien, pour que vous ne soyez pas en situation de stress au moment où ça va se tendre, parce que sinon, vous allez prendre des mauvaises décisions et ça va faire que se tendre continuellement. Clairement, et si vous n'êtes pas stressé, vous allez aussi pouvoir prendre soin des autres et notamment prendre soin de votre équipage. On l'a dit, en pleine tempête, c'est votre équipage qui fait la différence. Avec un bon équipage bien préparé, tout se passera bien dans la tempête, ça, moi, j'en ai aucun doute. Par contre, ce n'est pas en pleine tempête qu'on doit commencer à s'intéresser à son équipage. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez qu'une seule mission, qu'une seule, c'est recruter une Dream Team. Tout le reste, c'est de la fioriture. Tout le reste, c'est de la distraction. C'est ça que vous devez vous concentrer quand vous vous levez le matin, vous devez construire votre équipe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un jour, si vous êtes un bon capitaine, si vous le méritez, quand ça sera la tempête et que vous direz qu'il faut prendre cette vague, cette déferlante de pleine face, ils seront prêts à vous suivre. Si vous êtes un bon capitaine et que vous le méritez, un jour, quand vous déciderez de partir explorer cette île déserte
qu'aucun navire n'a osé explorer jusqu'à aujourd'hui, ils seront prêts à vous suivre. Donc concentrez-vous sur votre équipe, car n'oubliez pas un truc, personne n'a envie de se retrouver seul pendant une tempête. Il faut que son équipage il soit à 100%, ça c'est une réalité, mais personne n'a envie de se retrouver sans boussole, sans compas, sans la carte aussi pendant une tempête. Et la réalité, c'est que les outils ils font la différence. Vous savez, au début de la conférence, on vous a montré Jack, je crois qu'il s'appelle dans le film, Leonardo, quand il est tout en haut. Mais à la fin, vous vous souvenez, il est dans l'eau. Bon, il y a de la place sur la planche, c'est pas le sujet, mais la réalité, c'est qu'il manquait quelque chose pour qu'on parle de planche à ce moment-là. Il manquait quoi au Titanic? Des canaux de sauvetage. Et une fois que le gros paquebot il fait un bisou à l'iceberg et que le bateau il est en train de couler, si vous n'avez pas assez de canaux de sauvetage, il y aura des noyés. C'est une certitude. Dans une entreprise, c'est quoi? C'est tous les outils que vous allez mettre en place. Typiquement, Florian vous parlait tout à l'heure d'anticiper la trésorerie. Enfin, pas d'anticiper, mais de prendre la trésorerie. Nous, ça nous a pris un jour de regarder notre trésorerie parce qu'on avait mis les bons outils en place et de tirer tous les scénarios possibles pour pouvoir prendre des décisions vite. Si vous n'avez pas les bons outils en place, ça va vous prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous n'allez pas pouvoir traiter les choses qui sont importantes et vous n'allez pas pouvoir vous occuper de vos équipes. J'ai eu beaucoup d'agents immobiliers au téléphone pendant le confinement et je posais toujours la même question. Et ça va? C'est pas trop compliqué avec la crise? Et on me répondait souvent cette phrase. Franchement, je ne suis pas le plus à plaindre. Mieux que les autres. J'entendais beaucoup ça. Et les gens qui me disaient ça, c'est des gestionnaires locatifs qui me disaient bah moi je fais une partie de gestion locative, j'ai tout qui est automatisé, tout qui est digitalisé, donc ça tourne. J'ai une partie de ma trésorerie qui rentre et donc du coup je suis tranquille. Je peux traiter les autres sujets, je suis plus à l'aise, c'est plus confortable. Mais j'ai aussi eu des gens qui font de la transaction, qui m'ont dit bah nous ça fait 5 ans qu'on a mis tous nos biens en visite virtuelle, donc j'ai une partie de mes clients qui viennent des grandes villes ou qui viennent de l'étranger. Et depuis qu'on est confiné, le nombre de visites virtuelles sur mon site a explosé. J'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « J'ai vu ton bien là, je l'ai poncé, j'ai passé des heures dessus, je vais l'acheter, je veux juste le visiter une fois. » Donc, une fois que les vannes ils sont ouvertes, il avait 10 personnes, 15 personnes, où il savait qu'il allait signer des mandats. Il savait que l'argent, il allait rentrer. Alors, il allait avoir de la casse, évidemment, mais c'est quand même plus rassurant de travailler comme ça. Puis, il y en a qui avaient le Graal, qui travaillaient avec des notaires qui pouvaient valider les documents en visioconférence. Bref, on a vu que le notariat s'est adapté à ce genre de choses, mais la réalité, c'est que ces outils-là, il faut les mettre en place avant la tempête. Et pendant la tempête, ça va vous être utile. En fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure. La capacité d'anticipation doit se transformer en capacité à réagir pendant la tempête, mais avant la tempête, c'est que de la capacité d'anticipation. Votre seul rôle en tant que chef d'entreprise, au-delà de recruter la Dream Team, c'est de mettre les bons outils en place pour améliorer l'expérience de vos clients et pour améliorer la performance de vos équipes. Et c'est votre job au quotidien de tester un maximum d'outils pour les mettre en place dans votre agence pour que derrière, vous soyez meilleur que la concurrence et que derrière, pendant la tempête, vous puissiez continuer à bosser. Et en fait, c'est un des rôles que moi, j'aime beaucoup dans la partie du chef d'entreprise parce que c'est celui où tu inventes, c'est celui où tu réfléchis, c'est celui où tu penses demain et que tu testes un maximum de choses. C'est vraiment une partie qui est cool dans le métier de chef d'entreprise. Maintenant, entrepreneur, il y a plein de choses dedans et moi, je vois encore trop d'entrepreneurs qui rêvent de leur réussite, qui idéalisent leur réussite, qui se disent « moi, mon objectif, c'est d'aller là-bas. Moi, dès que je fais 1 million d'euros, c'est bon, j'ai réussi. » Ou « je vais m'acheter tel truc. » C'est hyper bien d'avoir des objectifs. Je vous conseille d'en avoir, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Si c'est une fin en soi, le jour où il y aura une tempête, vous direz bon, « c'est pas grave, j'en ai pas besoin de cette Porsche finalement. » C'est une réalité. Vous devez comprendre que vous allez passer par des échecs et des réussites qui sont que des points de passage. Un échec, c'est un niveau de découragement. Si vous repartez après derrière, c'était juste un point de passage. Une réussite, c'est je voulais faire 100 000, j'ai réussi à faire ces 100 000. Vous arrêtez à 100 000? Non, on continue, c'est un point de passage. Vous êtes content, mais on avance. L'idée, c'est que vous, au quotidien, vous devez être sûr que vous êtes au bon endroit, en train de prendre du plaisir dans ce que vous faites et que vous faites la bonne chose. Si vous prenez du plaisir dans le processus, en tant qu'entrepreneur, ça fera la différence. En réalité, vous devez profiter du voyage. Tous les grands navigateurs, tous les grands pirates, ils aiment naviguer. Donc qu'il y ait une tempête ou qu'il n'y ait pas une tempête, eux, ils sont contents d'être sur un bateau. Et ça, c'est un point qui est très, très important. Alors j'espère que vous avez profité du voyage qui vous a amené à nous écouter aujourd'hui et que vous allez continuer à profiter du voyage pendant les années qui viennent parce qu'on va passer justement à ce qui se passe après la tempête. Parce que quand on s'est pris une bonne tempête dessus,
L'objectif, c'est quand même d'en tirer des apprentissages pour éviter que ça se reproduise ou du moins limiter l'impact de la prochaine tempête sur notre business. Donc ça, on va en parler, on va prendre un peu de temps pour parler de ça, car une fois qu'on est rentré au port, il y a toujours des enseignements à en tirer. En parlant d'enseignement, alors attendez, j'ai un petit problème de slide. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du biais du survivant? Qui connaît le biais du survivant? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Ah, super. Ça fait 5 personnes, je crois. Il va y avoir un petit vote à faire, donc au moins, si vous ne connaissez pas, c'est parfait. En gros, au cours de la Seconde Guerre mondiale, des chercheurs ont cherché à évaluer comment minimiser la perte des bombardiers qui revenaient du front. Pour ça, ils sont mis à étudier les dommages causés par les tirs ennemis des avions qui sont revenus de mission. Ils ont étudié tous les endroits criblés de balles et après avoir étudié des centaines de bombardiers, ils en ont dressé un schéma statistique qu'on peut voir ici. Tous les petits points rouges, c'est les endroits où se concentrent les tirs ennemis. D'accord ? J'ai une question pour vous. Parce que toute la question et tout ce que voulaient faire ces statisticiens, ils se demandaient où je renforce cet avion, d'accord ? Où je mets des plaques de fer plus puissantes pour éviter que les bombardiers s'écrasent. Donc on va faire un petit vote, il y a 3 scénarios possibles. Il y a tout d'abord le choisir de renforcer les zones bleues, là où les ennemis tirent le plus souvent, ou on a l'inverse de renforcer là où les ennemis ne tirent pas, et les zones vertes qui sont les points sensibles de l'avion, les moteurs, le bout des ailes, qui sont cruciales pour survivre. Qui pense qu'il faut renforcer les zones bleues ? Allez, on lève la main, ceux qui pensent qu'il faut renforcer les zones bleues. Il n'y en a pas beaucoup qui le pensent, a priori. Une personne là-bas. Qui pense qu'il faut renforcer les zones oranges ? Ok, quelques mains, pas mal. Qui pense qu'il faut renforcer les zones vertes ? Intéressant. On est pas mal sur les zones vertes. Je vais vous donner la réponse. À l'époque, les statisticiens, je savais qu'il était dur à caler, expert en statisticien, ils ont choisi de renforcer les zones bleues, c'était leur recommandation. Logique, c'était l'endroit où les avions recevaient le plus de balles, donc on va mettre des plaques de fer plus épaisses et puis tout va bien se passer pour eux. C'est là qu'intervient le fameux biais du survivant. Il y a un statisticien plus malin que les autres, de son nom Abraham Wald, qui a lui recommandé l'inverse. Il a recommandé de blinder tous les endroits où personne n'avait tiré. Étrange, se sont dit les autres statisticiens. Je l'ai calé 3 fois quand même, je suis content. En fait, son constat était assez simple. Les études tenaient compte que des avions qui revenaient du champ de bataille. C'est-à-dire que quand ces avions recevaient des balles à ces endroits-là, ils étaient capables de rentrer à la base. Et donc, en toute logique, quand ils recevaient des balles à tous les autres endroits, c'est qu'ils s'écrasaient. Sauf qu'on ne pouvait pas les étudier, ces avions, vu qu'on n'avait pas de preuves. Donc, Abraham, lui, a décidé de renforcer toutes ces zones pour consolider les avions et prendre en compte le fameux biais du survivant. Souvent, on a tendance à regarder uniquement les business qui survivent, les startups qui survivent. On essaie de copier un peu leur recette magique, de comprendre pourquoi ils ont réussi. Mais on oublie de s'intéresser à une chose cruciale. C'est tous ceux qui ont fermé boutique, ceux qu'on ne voit pas. De savoir pourquoi ils ont fermé boutique, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je vous invite donc à prendre de la hauteur, à essayer de prendre en compte l'ensemble de l'équation quand vous allez vouloir consolider votre bateau ou le rendre plus puissant, parce qu'on va parler maintenant de consolidation de bateau. Parce que le premier objectif, c'est que votre entreprise, elle ne meure pas, en fait. C'est que votre entreprise, elle rentre à la base, si c'était un avion. Et quand on regarde un peu les zones que Abraham il a trouvées, le statisticien, pas mal. On voit qu'il y a les moteurs. C'est sûr et certain que tu tires dans le moteur d'un avion, il ne vole plus. C'est logique. Et donc, vous devez absolument consolider votre moteur. Et votre couple moteur-essence. Et au final, c'est quoi le moteur et l'essence d'une boîte? C'est les prospects. C'est les prospects qui deviennent des clients, qui deviennent de la trésorerie et qui vous permettent d'investir et de faire grossir votre boîte. Au final, vous devez vous concentrer là-dessus. C'est la chose unique sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est maîtriser à 100% votre système de génération de leads, de prospects. En fait, on revient en 2019.
On est retour, flashback. Remettez-vous la conférence. En plus, j'ai vu que la vidéo était repassée dans la newsletter d'Imo de ce matin. Donc, remettez-vous la conférence en entier et mettez en place un système de génération de leads qui soit si puissant que vous êtes sûr que pendant la tempête, vous continuerez à avoir des leads. En vrai, vous devez maîtriser l'ensemble de vos données qui sont liées à cette génération de prospects, connaître tous les leviers, tester constamment de nouveaux leviers et optimiser ce processus. Une fois que vous avez fait ça et qu'il y a des prospects qui rentrent, vous devez optimiser la partie qui transforme les prospects en clients. C'est-à-dire ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire de vérifier que votre service il correspond toujours à la clientèle que vous générez, et puis derrière, maîtriser le closing. Et vous devez vous concentrer là-dessus. Pour moi, c'est la seule et unique chose sur laquelle vous devez vous concentrer pour être sûr que demain, la prochaine tempête, vous serez tranquille pendant cette tempête. Il va falloir aussi consolider son bateau. Et moi, je reste persuadé que consolider son bateau, c'est aussi savoir avoir la capacité à générer des revenus récurrents. J'ai une petite question pour vous. J'adore les sondages, moi. Qui dans la salle fait 100% de transactions immobilières en termes de métier? 100% de transac. Ok, pas mal. Qui fait plus de 2 métiers? Donc gestion, log, syndic. Ok, on est sur un petit 50-50. C'est pas mal. Aujourd'hui, si vous faites uniquement de la transaction, vous devez vous poser la question de comment développer des revenus récurrents, comment développer des nouveaux métiers. Tout simplement parce qu'en pleine tempête, il y a quelque chose qui est très confortable, c'est d'avoir du cash qui rentre grâce à des revenus récurrents. Concrètement, Vincent l'a dit tout à l'heure, pendant le Covid, on a appelé des centaines d'agences immobilières pour prendre le pouls du marché, pour comprendre ce qui se passait et comment nous aussi on devait s'adapter. Et sur ces centaines d'agences immobilières, celles qui faisaient de la gestion loc et du syndic étaient vraiment beaucoup plus sereines que ceux qui dépendaient à 100% de la transaction. Tout simplement parce qu'elles avaient une partie de revenus récurrents pour affronter la tempête. Je pense que vous devez, en tant que chef d'entreprise, prendre une décision, ou du moins vous poser cette réflexion là, en sortant du rent, en rentrant à l'agence, de comment vous pouvez essayer de développer un socle de revenus récurrents. Alors, je ne parle pas de 100% de revenus récurrents. On sait que le métier d'immobilier, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Mais comment je crée un 10% de revenus récurrents? Que ce soit pour la boîte, grâce à vos savoir-faire, vos métiers immobiliers. Donc, on a parlé de gestion log, de syndic, de courtage de crédit. De vente de CBD, ouais, on a même vu une agence qui s'est diversifiée dans la vente de CBD. Donc, the sky is the limit, j'ai envie de dire, parce qu'on n'aurait pas pu penser voir ça. Mais il faut aussi voir comment vous pouvez développer des revenus complémentaires en dehors de l'agence. On parlait de trésorerie personnelle. Vous avez des savoir-faire. Comment vous pouvez aussi créer un petit socle de revenus récurrents. Il y a le coaching, il y a la formation. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour valoriser vos savoir-faire et construire ce petit revenu récurrent. L'objectif, c'est d'arriver à couvrir vos charges pour attaquer la prochaine tempête sereinement, parce que vous ne l'aurez pas, il y en aura d'autres des tempêtes. Ce ne sera pas le Covid, mais il y aura d'autres mini-tempêtes, il y aura d'autres galères. Donc, profitons de cette grosse tempête qu'on a pris dans la face pour essayer de mettre en place des choses pour affronter la suite. Et quand on a rendu son bateau plus puissant et plus solide, forcément, on perd en agilité. C'est normal. L'agilité, pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans une entreprise. Et l'agilité dans une entreprise, c'est la capacité à prendre des décisions. Je vais vous faire un petit parallèle avec les pirates très rapidement, mais les pirates, quand ils attaquaient des bateaux et quand ils partaient en mer en attaque, ils adoraient avoir des sloops, qui est le plus petit bateau et le plus maniable, parce que c'est celui qui permet d'être le plus agile. Même s'ils avaient des gros bateaux puissants, ils attaquaient avec des sloops, parce que pendant la tempête, quand on est sur le terrain, il faut être agile. Et c'est quoi l'agilité dans une entreprise? C'est la prise de décision. Dans la marine, pour continuer la métaphore navale, ils réfléchissent sans cesse à ça. Comment bien organiser la chaîne de commandement pour prendre des décisions rapidement? Parce que même à l'exercice, les gens de la marine, ils se mettent en danger parce que la mer, elle est jamais prédictible, prévisible. Et du coup, ça fait 40 000 ans que les bateaux ont été inventés. Et ça fait 40 000 ans qu'il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Peut-être qu'il y a certains bateaux où il y a 2 capitaines, où il y a eu 2 capitaines, moi j'en ai jamais entendu parler. Il y a peut-être un lien. En réalité, c'est facile à dire, mais vous voyez, là, on est 2 sur scène. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'il y a Florian, il y a moi, et on gère la boîte à 2. Du coup, comment ça se passe? C'est très simple. C'est Florian qui tient la barre, c'est Florian le capitaine, et c'est lui qui prend les décisions.
Si je vous parle de ça, moi, mon rôle, il est simple. C'est derrière, c'est de le rassurer pour qu'il ait le plus de confiance dans les décisions qu'il prend. C'est de faire en sorte qu'elles soient bien appliquées pour qu'on ait les meilleurs apprentissages derrière. Et puis surtout, moi, ça me laisse du temps pour regarder à d'autres endroits du bateau s'il n'y a pas des opportunités ou le bateau qui prend l'eau. Mais si je vous dis tout ça, c'est que ça parce que ça m'a pris du temps à moi de comprendre que chacune des discussions qu'on avait sur une décision, c'était une décision qui n'était pas prise. Et une décision qui n'est pas prise, c'est jamais une bonne décision. Et même si vous êtes tout seul à gérer votre entreprise ou si vous êtes tout seul, à chaque fois que vous passez du temps à peser le pour et le contre sur une décision, c'est juste ne pas prendre de décision, c'est le statu quo. Alors je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a personne dans cette salle qui est capable de prendre 100% de bonnes décisions. Et ce n'est pas grave. C'est beaucoup mieux de prendre une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision. Parce qu'à la fin, vous allez apprendre quelque chose. Et vous devez travailler cette agilité constamment pour savoir prendre des décisions, savoir que c'est un échec ou que c'est une réussite et continuer à avancer. Pourquoi? Parce que pendant la tempête, il va falloir prendre 10 000 décisions à la minute. Et aussi parce que après la tempête, il se crée des opportunités. Tout le temps, il se crée des opportunités. Et plus ton entreprise elle est agile dans la prise de décision, plus vite tu vas aller et plus vite tu pourras profiter de ces opportunités. Ouais, je rebondis sur ce mot opportunité parce que moi je pense que c'est un point important. Et avant de conclure, c'est la dernière leçon que je voulais voir avec vous. Je vais vous mettre une citation d'un célèbre président américain. Coup de chance pour notre métaphore navale, il a été aussi officier commandant de l'US Navy pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Kennedy. Et Kennedy, il a dit la chose suivante. Vince, tu peux me... Il y a un clic à faire. En chinois, le mot crise est formé de 2 caractères. L'une représente le danger et l'autre l'opportunité. Et cette tempête, elle ne fera pas exception. Et personnellement, je pense que l'industrie immobilière va tirer beaucoup d'avantages de la crise qu'on vient de passer. Et je pense que l'industrie immobilière a de beaux jours devant elle et que vous êtes au bon endroit au bon moment. Je vais vous donner quelques raisons qui me laissent penser ça. La première chose, c'est que la crise du Covid, elle a fait une digitalisation forcée de l'industrie. Il y a une modernisation. Nous, ça fait 10 ans qu'on évangélise. On n'a jamais vu en l'espace de si peu de temps le secteur bouger. Et ça, c'est une bonne chose. Ça apporte de la modernité, ça rajeunit l'industrie. Et donc, ça va attirer une nouvelle manne de talents qui va être intéressée par cette industrie qui est un peu plus, qui est flamboyante, plus moderne. À côté de ça, on a les transactions immobilières en 2021. Vous avez tous vu les chiffres. Ça continue, il n'y a pas eu d'écrasement du marché immobilier, alors qu'on est quand même, qu'on sort d'une tempête assez violente. On a aussi les modes de vie qui ont évolué. On a tous entendu parler, après le Covid, du télétravail, de la quête de sens dans le travail, de la conscience écologique. Et ça, c'est des sujets récurrents qu'on va voir dans les prochaines années et qui vont transformer la façon de vivre, la façon de se loger et la façon de vivre l'immobilier. Et bonne nouvelle pour vous, vous allez être au cœur de ce processus pour accompagner vos clients dans cette transformation sociétale. Autre point important, je pense, c'est qu'il y a une perte d'emploi quand même dans le monde. Je crois que c'est 700 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Dans le monde, ouais. Ouais, dans le monde, pardon, mais pas en France. Ce serait violent. Tous ces gens qui ont perdu leur emploi, il y a aussi un enjeu, c'est qu'ils sont aperçus qu'ils avaient besoin d'un emploi en quête de sens. Que bosser pour 15 pièces, 15 $, 15 € chez McDo, ce n'était pas quelque chose d'épanouissant et qu'ils cherchaient une quête de sens dans leur travail. Bonne nouvelle, vous faites tous un métier qui a quand même une quête de sens juste hallucinante puisque vous logez les gens, vous êtes en haut de la pyramide de Maslow. Donc je pense que l'immobilier va bénéficier d'un flux de nouvelles personnes qui vont s'intéresser au secteur et ça, c'est des opportunités pour vous, pour recruter, pour vous développer. Et le dernier point, moi, qui me laisse penser que l'industrie immobilière a des beaux jours devant elle, c'est qu'il y a eu un sondage en 2021 qui a été fait auprès de 15 000 Canadiens sur les métiers qui rendaient les gens les plus heureux. L'immobilier prend la tête du classement. C'est le 2e métier qui rend le plus heureux. Le 2e métier. Donc tous ces facteurs combinés me font dire qu'on, malgré cette crise, malgré que ça a été difficile, c'est une industrie qui a des beaux jours devant eux. Et vous n'êtes pas trompé en choisissant ce secteur. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour l'immobilier, que c'est plutôt une bonne chose.
Maintenant, je voulais revenir un petit peu sur la crise qu'on a vécue. Et même si on parle beaucoup de courage, de prise de risque, d'état d'esprit, de toutes ces choses-là, on sait que ça n'a pas été facile pour tout le monde. On sait qu'il y a des entreprises qui ont dû fermer. Il y a des gens qui ont perdu leur entreprise pendant ce temps-là. Mais moi, je pense que ça fait partie du jeu. Prendre des risques comme ça fait partie du jeu. Parce que la réalité, c'est que dans ma vision, les entrepreneurs, c'est des pirates. En tout cas, ils doivent avoir un état d'esprit de pirate. Et vous connaissez les histoires des plus grands pirates. Ce n'est pas ceux qui avaient le plus de victoires ou qui ont mené les plus beaux combats. C'est ceux qui ont échoué énormément de bateaux, mais qui ont réussi à remonter sur des bateaux, à remonter des navires et à y aller constamment. Et vous savez pourquoi ils arrivaient à faire ça? Parce qu'à chaque fois qu'un pirate était sur son bateau, qu'est-ce qu'il faisait? Il développait ses compétences. C'est quoi les compétences d'un bon pirate? C'est d'être un bon navigateur, savoir piloter son entreprise. La deuxième chose, c'est que les pirates, c'était des grands guerriers, c'était des stratèges en guerre, c'est-à-dire monter la stratégie d'une entreprise, affronter la concurrence, aller chercher ses clients. Troisième chose, c'est que les pirates, sur un bateau, le bateau, c'est l'endroit où on a inventé la mutinerie. Et les pirates, ils devaient gérer ça. Donc les pirates, c'était des vrais meneurs d'hommes, c'était des vrais managers. Et à chaque fois qu'ils étaient sur le bateau, ils développaient cette compétence-là, ces trois compétences-là, comme toute personne qui est dans son entreprise. Mais on connaît tous cette histoire de pirate qui, après avoir éché son bateau, après avoir affronté une défaite contre l'armée espagnole, il a digéré sa défaite. Il a certainement digéré pas mal de rhum aussi. Et il retourne sur le port. Et il a ses compétences encore. Il va recruter un nouvel équipage. Il va trouver un nouveau bateau. Et il va repartir à l'aventure. Alors le vrai sujet, c'est que je vous invite tous à repartir à l'aventure. Et je finirai par cette phrase d'un grand écrivain français. La piraterie n'est jamais finie. Pas facile cet accessoire. Hein. Je savais pas quoi en faire pendant que tu parlais. Pour ceux qui vont nous poser la question, c'est oui et oui. Oui, vous pouvez télécharger la présentation. Je vous mets l'URL là, imo2.pro/pirate. Et oui, cette année encore, Imo2 revient avec de la bière. Pas du rhum, donc on vous attend à partir de 17h après les confs pour boire un petit coup et puis parler de tout ça. Merci à tous.